Bonjour et bienvenue au Code d'éthique du thérapeute en écoute imaginaire. Alors, il va sans dire que lorsqu'on est un thérapeute, qu'on est un professionnel de la santé, il est donc normal d'avoir un certain nombre de codes d'éthique qui assurent que la pratique professionnelle sera donc respectée et qu'il n'y aura pas d'abus et il n'y aura pas donc évidemment de situations dommageables pour le client. Donc, nous sommes membres d'une association de thérapeutes que vous pourrez donc découvrir dans le lien suivant, celui-ci, qui vous donne donc justement un peu le code d'éthique de cette association. Et je vais donc, moi, vous présenter très sommairement, et non pas tous les points qui sont associés au code d'éthique de l'école, mais peut-être les éléments les plus importants que je considérais qui étaient très importants de mettre en évidence pour que les membres de l'école, que les thérapeutes formés par mon école puissent justement avoir une certaine forme de règles minimales pour éviter justement certains abus qui pourraient en résulter. Là, il va sans dire que lorsqu'on est un thérapeute intuitif, la première chose que la population peut entrevoir, c'est que nous avons un certain pouvoir. Le pouvoir, c'est que nous pouvons lire le champ énergétique d'une personne sans lui demander son autorisation. Ce serait finalement quelque chose qui pourrait être dangereux de pouvoir faire cela, puisqu'évidemment, si on commence à faire des lectures à des gens sans leur demander l'autorisation, cela veut donc dire quelque part qu'on pourrait profiter de nos perceptions pour les manipuler ou je ne sais quoi. Donc, une des règles fondamentales de la pratique de l'écoute imaginaire, c'est qu'on ne peut pas faire une lecture intuitive sans demander l'autorisation de son partenaire. Alors évidemment, cette clause qui est fort importante, il y a évidemment des moments où on va comme accepter de le faire, des moments où par exemple une mère de famille va nous demander de faire une lecture sur son enfant qui est mineur. Ce serait un moment où effectivement on va accepter de le faire. Si une personne est atteinte d'une maladie comme un coma ou d'une maladie à quelque part où elle n'est pas consciente, la personne responsable de cette personne pourrait nous demander de faire une lecture. Et évidemment, dans certaines circonstances, nous allons accepter aussi de le faire lorsqu'une personne souhaite mieux comprendre une dynamique relationnelle avec un partenaire. Donc, nous n'allons pas faire une lecture de notre partenaire comme tel, mais nous allons mettre en évidence la dynamique relationnelle qui existe entre moi et mon partenaire. Donc, nous n'allons pas faire une lecture de cette personne-là, mais la dynamique. Alors, dans l'objectif, évidemment, bien évidemment, d'amener notre partenaire, la personne qui pose ces questions, de voir plus clair en elle et de voir plus clair dans la dynamique pour qu'elle puisse effectivement développer une relation plus satisfaisante avec elle-même et avec l'autre personne en question. Donc, tout ça est fait dans un contexte évidemment positif et constructif, il va sans dire. Évidemment, l'autre aspect qui serait important, c'est qu'on ne va jamais promettre la guérison ou jamais, quelque part, demander à une personne d'arrêter de prendre une médication d'allopathie, de médecine allopathique, ou même d'intervenir justement dans les choix qu'elle fait concernant sa santé. Alors évidemment, le rôle que nous avons, c'est de conseiller. Conseiller ne veut pas dire de donner des ordres ou de finalement imposer notre choix. Donc ce conseil reposera toujours sur une logique et une compréhension que nous allons expliquer à notre partenaire, mais notre partenaire a toujours le droit évidemment de pouvoir entreprendre sa démarche comme elle le sent, comme elle le ressent profondément à elle. L'autre aspect qui va être important, évidemment, c'est qu'on n'est pas dans un monde de croyances, nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas, dans ce sens-là, autorisés à imposer ou à essayer de manipuler, de transmettre des croyances, puisque ce n'est pas le rôle du thérapeute en écoute imaginaire. Donc le rôle du thérapeute en écoute imaginaire va vraiment chercher à comprendre et expliquer les processus inconscients qui sont associés à la structure énergétique, psychique et transpersonnelle d'une personne, sans pour autant commencer justement à transmettre des croyances qui pourraient justement ne pas reposer sur une démarche intuitive, mais simplement sur une démarche intellectuelle qui nous permettrait simplement donc de se valoriser ou de développer un certain pouvoir sur des gens, parce que ces croyances-là pourraient justement nous donner l'impression que nous avons un certain pouvoir en ayant ces croyances-là. Donc ça, ce sera un autre élément important. Donc le thérapeute en écoute imaginaire est donc un thérapeute, et donc quelqu'un qui va aider, et à plusieurs niveaux. Donc il va aider tant l'aspect santé énergétique que psychologique que spirituel. Il peut aider à tous les niveaux de l'être, finalement, mais en même temps, il ne va pas commencer justement à imposer des croyances ou quelque chose de cet ordre-là. Donc évidemment, lorsqu'on travaille sur la spiritualité, on sait qu'il est facile de s'égarer dans cet univers-là. Le thérapeute en écoute imaginaire n'a pas le rôle d'égarement, il a plutôt le rôle justement de mettre en évidence que toute manifestation spirituelle, quelle qu'elle soit, a donc
une raison d'être par rapport à l'individu avec lequel nous travaillons, et que cette manifestation spirituelle n'a donc pas un sens de vérité nécessairement universel pour tout être humain, mais un sens de vérité pour la personne qui est là. Je dis ça parce que souvent, il arrive que des gens vont donner de l'importance à une énergie spirituelle qui se manifeste à eux dans une démarche intuitive, en valorisant quelque part que cette énergie spirituelle se manifeste, par exemple, si c'est Jésus qui se manifeste à nous, nous pourrions lui attribuer quelque part un sens magique et commencer effectivement à fermer les yeux sur notre discernement en croyant fondamentalement tout ce que cette énergie-là pourrait exprimer. Dans le contexte de l'écoute imaginaire, il y a un discernement qu'il ne faut jamais oublier. Et ça fait partie également du code d'éthique, de toujours finalement s'assurer qu'on a les deux pieds sur terre et s'assurer évidemment qu'on fait une démarche professionnelle qui repose justement sur du concret inévitablement. Donc on ne peut pas reposer sur des croyances ésotériques ou spirituelles, mais vraiment sur des résultats concrets et tangibles. Ça, c'est un élément fort important que dans la pratique de l'écoute imaginaire, nous allons mettre bien évidemment en évidence. Bon, évidemment, vous avez compris aussi que dans un contexte de pratique comme celle-là, on va essayer d'éviter de mélanger sexualité, on va donc garder une certaine position professionnelle, et position professionnelle veut donc dire effectivement qu'on ne mélangera pas l'aspect sexuel avec les rencontres que l'on effectue professionnelles justement. Alors, il m'a été malheureusement donné de voir des situations, des gens avec des situations ambiguës avec leurs clients. Alors donc, dans ce contexte-là, évidemment, ce qu'on cherche dans la pratique de l'écoute imaginaire, c'est donc de chercher le plus possible une clarté dans la relation que l'on peut avoir avec ses clients pour éviter justement des abus. Les abus, bien évidemment, c'est qu'un client pourrait s'en sentir abusé par son thérapeute, que ce soit vrai ou faux, hein, et que le thérapeute pourrait donc se retrouver dans une position fâcheuse parce qu'il aurait justement peut-être pu donc utiliser ou manipuler son client à des fins donc de profit sexuel ou d'amour, je ne sais quoi. Donc ça, c'est les principaux éléments que je voulais vous partager. Évidemment, vous allez voir dans la liste qui vous est proposée sous forme écrite dans le site tous les éléments qui sont importants à mettre en évidence pour préparer, pour protéger en fait le client, pour que le thérapeute soit évidemment conscient que l'écoute imaginaire, que la pratique intuitive n'est pas un amusement, n'est pas un jouet, et qu'on doit donc respecter énormément l'être humain qui est devant soi pour s'assurer justement qu'on puisse donc l'accompagner adéquatement. Alors, pour assurer tout cela, évidemment, une fois par année, nous avons un enseignement donc, de supervision, de pratique supervisée, dans lequel, évidemment, moi-même et certaines autres personnes de l'école allons répondre à des questions, des interrogations que les thérapeutes qui ont fini la formation pourraient avoir pour assurer justement qu'ils puissent bénéficier d'un support thérapeutique régulièrement afin qu'ils puissent progresser, avancer dans leur cheminement et qu'ils puissent donc sentir qu'ils peuvent apprendre régulièrement de cela. Donc voilà, alors je vous invite donc à poursuivre votre visite et je vous dis donc à très bientôt.